Bonsoir, plus que quelques jours avant le premier tour des élections régionales, mais aussi des élections départementales. Ce sera dimanche 20 juin. D'ici là, France 3 vous aide à faire votre choix. On termine ce soir notre série de débats avec le département de la Loire. Avant de vous présenter mes invités ligériens et d'entrer dans le vif du sujet, faisons connaissance un peu mieux avec ce département situé en plein milieu de notre grande région. Tour d'horizon avec Lucie Perbet. La Loire, avec sa préfecture de Saint-Étienne, compte plus de 763 000 Ligériens et Ligériennes. Ici, les 3/4 des entreprises comportent moins de 10 salariés. Le taux de chômage y était fin 2020 de 7,7%, légèrement inférieur au niveau national. Le président sortant du conseil départemental, Georges Ziegler, est candidat à sa réélection. En 2015, la droite avait remporté 28 des 42 sièges du département. Ils sont 80 binômes, 160 hommes et femmes à rêver siéger au conseil départemental de la Loire. Parmi eux, Georges Ziegler, bonsoir. Bonsoir. Vous rêvez de garder la présidence de ce conseil. Vous avez 71 ans, vous faites partie des Républicains après avoir été encarté à l'UDI. Vous êtes un ancien journaliste et vous avez été élu président pendant ce mandat. On vous dit très confiant pour cette réélection, c'est le cas ? Non, moi je ne suis pas confiant, je travaille. Vous savez, je pense qu'on doit faire ce qu'il faut et ensuite les électeurs décideront. Et je pense que c'est le choix de la démocratie qui doit être souverain. Mais par contre, ce que je demande, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent voter. Comme la loi nous l'oblige, je précise que vous êtes candidat sur le canton de Saint-Étienne 1 avec Fabienne Perrin et que 2 autres binômes vous affrontent. On voit leur nom et leur parti politique apparaître à l'écran. En face de vous, Julien Borozic, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche sur la 6e circonscription. Vous avez 42 ans et vous êtes médecin généraliste, toujours en activité. Alors vous, votre parti n'est présent que dans quelques cantons. Comment ça se fait ? Vous n'avez pas réussi à faire des émules ? 5 cantons, nous avons souhaité essentiellement présenter des personnes qui étaient impliquées dans leur canton, qu'ils soient élus ou de la société civile, avec vraiment un ancrage territorial qui était important pour nous. Et donc l'idée est de vraiment garder notre image de liberté et surtout de proximité avec la population. Je précise que vous vous présentez sur le canton de Montbrison avec Karine Gandret. 3 autres binômes sont aussi candidats sur ce canton. Voici leurs noms et couleurs politiques. Isabelle Surplis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes graphiste de profession, vous êtes encarté au Rassemblement national, vous êtes conseillère régionale et vous vous représentez d'ailleurs pour les régionales. Vous êtes la seule ici à être candidate sur les 2 élections, je le précise. Vous êtes aussi conseillère municipale d'opposition à Saint-Chamond. Alors une question, pourquoi le Rassemblement national n'a pas des candidats de partout et notamment pourquoi vous n'en avez pas mis face à Georges Ziegler sur son canton ? Parce que c'est une très bonne question, merci de la poser. Écoutez, je pense sans trop rien dévoiler que c'est un peu stratégique et que nous sommes en discussion et que c'est vrai que du côté de chez Monsieur Ziegler, on a quand même beaucoup de choses en commun. Voilà, je peux rien te dire de plus. On aura l'occasion peut-être d'y revenir pendant le débat. Si je peux intervenir. Non, attendez, il n'y a pas de discussion. On en parlera tout à l'heure. Je rappelle que vous vous présentez sur le canton de Saint-Chamond avec Raphaël Bagaglioni et que 3 autres binômes sont aussi candidats. Les voici à l'écran. Enfin, Christophe Favergeon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes enseignant, vous êtes aussi le patron du Parti communiste de la Loire, maire de la commune d'Unieux. Mais ce soir, vous représentez l'Union de la gauche dans la Loire qui mêle les forces communistes, écologistes, socialistes de Génération S et de la France insoumise. Alors c'est une union historique, mais elle n'est pas complète. Pourquoi ? C'est vrai que c'est la première fois que l'ensemble des forces de la gauche et de l'écologie se rassemblent dans notre département. C'est une vraie satisfaction. Après, vous savez, un département, c'est vaste, il y a des contextes locaux. Donc nous sommes rassemblés dans 20 cantons sur 21, donc c'est la quasi-totalité des cantons. Je précise que vous vous présentez sur le canton de Firminy avec Anne-Sophie Puteaux et que vous aurez face à vous 4 autres binômes. Voici leurs noms et couleurs politiques.
Alors, depuis une semaine, la vie a repris un cours presque normal. Le déconfinement est entré dans sa deuxième phase et demain, nous ne serons plus obligés de porter le masque à l'extérieur. Alors, pour commencer, je vous pose la même question à tous les quatre. Comment voyez-vous votre département dans cet après-Covid ? Et on commence avec vous, Isabelle Surplis. Eh ben, d'abord, je tiens à saluer tous les Ligériens qui nous regardent et j'espère qu'ils vont tous bien. Alors, c'est vrai que cette après-Covid, une période historique jamais vécue, eh bien, pour ne parler que de nos compétences au niveau départemental, on a des collégiens qui vont mal, des collégiens qui décrochent, on a des examens qui arrivent, on a des entreprises qui sont énormément sous perfusion, on l'a vu aussi à d'autres échelons territoriaux, on a des entreprises fantômes aussi qui auraient dû disparaître et qui sont maintenues artificiellement. Mais à côté de ça, on a un département en fait qui ne vit pas d'une économie de spéculation, mais d'une vraie production. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans la Loire pour s'en sortir la tête haute et qu'il va falloir mettre le paquet l'année qui arrive. Christophe Favergeon, vous, la Loire, après le Covid, comment vous l'appréhendez ? Il faudra tout d'abord sortir le département de l'inaction dans laquelle il est, puisque le département de la Loire n'a pas été au rendez-vous de cette crise sanitaire. Il n'a donné aucun masque aux collégiens, aucun masque, alors que c'est sa compétence, le collège. Il n'a pas trouvé de solution informatique dans le cadre de l'enseignement à distance. Et cerise sur le gâteau, il n'a attribué aucune aide au personnel à domicile. C'est le seul département avec le Jura qui n'a pas débloqué cette aide. Donc il faudra remettre le département en action, parce qu'en réalité, à la suite de cette crise sanitaire, on va vivre une crise sociale qui va toucher la jeunesse, qui va toucher les travailleurs. Et donc, il va y avoir besoin que l'ensemble des acteurs soient présents, chacun dans ses compétences, et le département va avoir un rôle excessivement important à jouer. Et vous, Julien Borowczyk ? Oui, tout d'abord, la nécessité de faire face, parce que ça vient d'être dit, mais je le répète, je crois que le département n'a pas toujours fait face pendant cette crise, alors même que les collectivités et l'État étaient au rendez-vous. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire face d'un point de vue social en particulier, médico-social. Et puis quand même, il faut de l'espoir aujourd'hui. Nous sommes en pleine sortie de crise, vous l'avez dit. De l'espoir avec beaucoup de positivité. Nous avons une attractivité économique, touristique, qu'il va falloir développer plus que jamais. Georges Ziegler ? Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris totalement en faux parce que notre département a tenu. Il a tenu grâce à ces 3000 fonctionnaires qui ont travaillé. Et je tiens à les remercier. Grâce à une excellente coopération avec les services de l'État et de l'ARS, qui a d'ailleurs été soulignée. Je tiens à le dire. Je crois que là-dessus, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Alors, le département aujourd'hui, eh bien, il est important qu'il se relance, effectivement. Et il a les moyens de se relancer parce qu'il y a eu une excellente gestion. Alors avant d'entamer le débat, on va essayer de comprendre les enjeux de cette élection et pour cela, direction les studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire où nous attend Véronique Narbou, rédactrice en chef de cette antenne locale de Radio France. Bonsoir Véronique. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Alors le département de la Loire est détenu depuis 72 ans par la droite. On peut parler de véritable bastion de la droite, Véronique ? Ah oui, je crois que l'expression n'est pas usurpée, vous le dites, Claire. 3/4 de siècle aux mains de la droite ou du centre droit. La Loire est bien une terre de droite. C'est un atout indéniable pour Georges Ziegler, le président sortant. Cela dit, ses adversaires se donnent les moyens de le battre, ou en tout cas, ils essaient. Vous l'avez évoqué à l'instant avec Christophe Favergeon. Il y a cette union des forces de gauche et des forces écologistes qui partent donc sous la bannière Loire en commun. Une entente sur 20 des 21 cantons ligériens. C'est historique, en effet, c'est tout à fait inédit dans le département. Ce qui est inédit également dans ce département de la Loire, c'est la présence de 5 binômes de la majorité présidentielle. Et pour cause, allez-vous me dire, puisque la République En Marche est un tout jeune parti. En 2015, lors des dernières élections départementales, il n'existait pas. Mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le maillage territorial d'En Marche est insuffisant. La République En Marche n'est pas arrivée jusque-là à véritablement bien s'implanter dans les exécutifs locaux et c'est assurément un des défis qu'aura à relever Julien Borowczyk, le député En Marche du Forêt, qui se lance dans la bataille. Ce qu'on va surveiller également de très près dans la Loire, ce sont les résultats du Rassemblement national, avec toujours le paradoxe pour ce parti qui est extrêmement populaire dans les urnes, qui peine quand même à trouver des candidats à placer sur chaque canton et puis qui peine, si j'ose dire, à les faire aller jusqu'au bout. Il faut se souvenir qu'en 2015, on disait le Front National à l'époque, eh bien le FN avait réussi à qualifier ses candidats sur 18 cantons, ce qui n'est pas rien. En revanche, eh bien, le Front National n'avait remporté aucun de ces cantons. Alors, quelles sont pour vous, Véronique, qui suivez la politique locale depuis des années, les lignes d'attaque qui restent aux adversaires de la droite pour la faire vaciller ?
Alors, je ne vais pas remplir le rôle des débatteurs, puisque vous venez de l'aborder. Il y a d'abord ce qui cristallise beaucoup d'attention, c'est la crise sanitaire. On l'a un petit peu touché du doigt ces derniers mois. Les adversaires de Georges Ziegler estiment que le président sortant aurait pu faire mieux, aurait dû faire mieux sur cette crise. On a évoqué le non-versement de la prime Covid aux aides à domicile. Il y a également la problématique du plan de relance que ces adversaires jugent pas assez ambitieux. Et puis, globalement, il y a la gestion sur tout le mandat. Je pense à des expressions qu'on a entendues lors des assemblées départementales. Une gestion plan-plan, une gestion pépère. Ce à quoi le président sortant rétorque que quand on a un budget annuel de plus de 800 millions d'euros, mais dont les 2/3 sont consacrés à l'action sociale, ça n'est pas simple. Il faut faire des choix et il n'y a guère de marge de manœuvre. Ce sera donc à vos invités d'en débattre. Merci Véronique. Je rappelle, vous étiez en direct de votre rédaction de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Eh bien justement, commençons le débat sans plus attendre. Je vous voyais trépigner d'impatience de répondre, monsieur Ziegler. Je ne trépigne pas, je m'insurge, simplement. Je vais vous dire simplement quelques chiffres. 829 millions, 111 millions d'investissements. C'est la première fois qu'on a un chiffre aussi important. On fait plus 26% par rapport à l'an dernier. Voilà, ça c'est des chiffres. On ne peut rien contre les chiffres, ils s'imposent. Maintenant, c'est vrai, on a 67% de notre budget qui est consacré au social. Et le social, je vais vous donner un chiffre. En 2011, nous avions 70 millions pour le RSA dans le département de la Loire. On va en parler du RSA. Non, je termine. 70 millions pour le RSA dans le département de la Loire. 48 millions apportés par l'État, 22 millions apportés par le département. En 2020, nous avons 106 millions et toujours 48 millions apportés par l'État. Même si, et je le dis par avance, l'État a remarquablement insisté sur le fait qu'on était bien à ce niveau de gestion. Mais ça nous fait 36 millions de plus. Si j'avais eu 36 millions de plus, je vous assure qu'on aurait pu faire des choses. Chaque fois que M. Macron dit « on augmente le RSA d'1%, moi j'applaudis, je trouve que c'est très bien. Mais c'est 1 100 000 € de plus pour les finances départementales. Isabelle Surbly, vous êtes d'accord finalement avec ce bilan, parce que vous êtes prêt à vous... Alors moi j'ai toujours pour habitude de dire qu'on fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres et que je pense qu'à trop donner de chiffres, on perd un peu les Ligériens qui nous regardent. Alors oui, certes, c'est très bien, bravo, investissement, etc. Le problème de la politique départementale, c'est que moi je n'aurais pas fléché les sommes comme vous les avez fléchées dans l'investissement, voilà tout. Je pense qu'il y a des coins alors comme on n'a pas le droit de parler de son canton, je vais essayer d'être un peu évasive, mais voilà, je pense que dans le sud de la Loire, certaines infrastructures, on n'avait pas besoin de 8 millions d'euros, etc. Voilà, moi j'ai d'abord une politique pour la ruralité. Je pense que les grosses métropoles n'ont pas forcément besoin que le département débourse plus de la moitié des projets. Mais pour autant, vous êtes prêt à faire un accord avec M. Ziegler, ce que vous nous disiez en début de débat. Nous sommes d'accord sur bien des choses et nous y viendrons sur la politique sociale. Moi, j'interdis à personne d'être d'accord avec moi. Je vous ai écouté avec attention, Monsieur le Président, hier soir, et je suis d'accord avec vous. Personne ne peut vous reprocher sur l'accueil migratoire. Personne ne vous a demandé votre avis, on vous a imposé l'accueil migratoire, vous l'avez dit hier et je suis d'accord avec vous parce que cela représente un coût et une somme qui est trop lourde à porter pour le département. C'est en tout cas votre pensée et je la partage. Personne n'a demandé l'avis de M. Ziegler quand on a dit il y aura 440 mineurs isolés supplémentaires dans la Loire. Ça coûtera entre 40 000 et 50 000 euros par Ligérien par an. Et je reviens là-dessus. Si on compte les frais de dossier de suivi de ces migrants-là, on en arrive à 22 millions, somme que vous avez évoquée tout à l'heure, mais c'en est assez pour les chiffres. Voilà, c'en est assez. On va parler social justement parce que c'est le rôle, la compétence la plus importante de l'institution départementale qui gère les solidarités de la naissance à la fin de vie en passant par les situations de handicap. Ce domaine représente même les 2/3 du budget du département. Vous l'avez déjà un peu évoqué, Monsieur Ziegler. Monsieur Borosvik, sur ce thème du social, vous n'êtes pas vraiment d'accord. Il vous a déjà attaqué, Monsieur Ziegler, sur le RSA, sur plein de choses, et notamment peut-être sur la prime Covid que l'État avait essayé d'encourager les départements à verser, que Monsieur Ziegler a choisi de ne pas verser. Oui, alors on a entendu effectivement des chiffres, mais nonobstant tout ça, c'est la réalité de tous les départements. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie des compétences des départements, en particulier sur l'insertion.
Là où j'ai été critique, et je le suis encore, c'est le fait qu'il y a eu une main tendue de l'État sur un certain nombre de choses. On parlait assez récemment sur le service public de l'insertion par l'emploi, c'est encore une aide, parce que on parle du RSA, mais c'est valable dans tous les départements, ça a été valable sur toutes les mandatures de quelques présidents que ce soit. Nous allons continuer comme ça sur l'investissement pour l'insertion. Mais l'insertion, c'est quoi ? L'insertion, c'est comment on fait aussi pour réinsérer ces personnes-là. La question, c'est pas uniquement de se dire on va être un tiroir-caisse pour donner du RSA, c'est aussi de faire en sorte qu'on resocialise ces personnes-là. Et c'est le service public de l'insertion par l'emploi. C'est ce que vous n'avez pas encore concrétisé avec l'État. 190 personnes dans le département de la Loire s'occupent de la réinsertion. Je ne vous ai pas coupé. L'État met 150 millions d'euros sur la table. Vous n'avez pas 150 millions d'euros sur la table et vous n'avez pas contractualisé. C'est quand même dommage. Parce que c'est équiper les gens sur la formation, sur le travail, sur la réinsertion aussi, via le logement, via la santé, via la mobilité. On y reviendra peut-être. Nous proposons une mobilité individuelle parce que vous parliez tout à l'heure de la ruralité, c'est important. Nous proposons de louer une voiture pour un stage, une formation, pour pouvoir aider à aller sur un travail, parce que quand on est dans la ruralité, un bus ne passe pas toutes les demi-heures devant sa porte. Et ça, c'est important. Monsieur Favergeon, vous avez des solutions, vous, pour aider ces personnes au RSA, pour sortir du RSA ? Tout d'abord, je voudrais rejoindre Georges Ziegler dans sa critique du gouvernement qui, effectivement, transfère des compétences aux collectivités. On le vit aussi dans nos communes et finalement ne nous donne pas les moyens de les assumer. Au niveau du département de la Loire, c'est à peu près 100 millions d'euros, le delta entre les dépenses réelles du département en matière sociale et ce que donne l'État. Donc il faut aller au bras de fer. J'ai d'ailleurs proposé à Georges Ziegler il y a quelques mois de faire une action commune qui pourrait être signée par l'ensemble des maires du département de manière à demander à l'État qu'il donne les moyens au département de fonctionner. Il y a un exemple sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on s'inspire, c'est la Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis qui a fait un bras de fer pendant plusieurs mois et qui a enfin obtenu il y a quelque temps le fait que l'État aide bien davantage, contribue bien davantage au financement du RSA que ce qu'il ne le fait aujourd'hui. Donc il y a une vraie bataille à faire parce qu'il faut que le département ait les moyens de pouvoir conduire cette action sociale. Georges Ziegler, c'est ça, il faut demander plus d'argent à l'État ? C'est pas que, il ne faut pas demander, il faut qu'on nous le donne parce que c'est un droit. Moi, je le dis franchement, on veut lancer plein de choses. On veut faire un territoire zéro chômeur sur Saint-Étienne, un territoire zéro chômeur sur Roanne. Mais ça coûte de l'argent. Alors vous savez, moi, c'est accompagné, mais on espère bien que l'État va nous l'accompagner. Hein, alors, mais ça reste nos impôts. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans le département, nous avons 300 assistantes sociales qui sont là pour aider les gens dans leurs droits. Nous avons 190 personnes qui aident à la réinsertion des gens qui sont au RSA. 190. Et nous avons 3 contrôleurs. 3 contrôleurs. Alors, l'opposition de gauche m'a dit que je faisais la chasse aux pauvres. C'est totalement faux. Par contre, il est vrai que nous avons découvert des situations qui étaient absolument invraisemblables. Des gens qui avaient des comptes en banque à 6 chiffres et qui percevaient le RSA. Je trouve que c'est au nom de la justice. C'est une infime minorité. Mais c'est une infime minorité, mais il n'empêche que la confiance, ça s'accompagne toujours du contrôle. Et on est d'accord. Moi, je ne veux pas faire la chasse aux pauvres. Il faut contrôler les riches aussi, alors. Mais tout à fait, mais je crois qu'on le fait aussi. Il est dommage quand même de rentrer dans une stigmatisation complète. Je ne stigmatise pas. Je ne stigmatise pas. Je vous ai dit que c'est de l'argent, on va chercher les fraudeurs. C'est une réalité. Non, mais si on parle des bénéficiaires du RSA, il faut dire quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'un bénéficiaire potentiel sur 2 qui ne le demande pas. C'est-à-dire que des gens éligibles au RSA ne le demandent pas. C'est pour ça qu'on a 300 assistantes sociales qui sont là sur le terrain. Madame Surplis. Alors c'est marrant parce que vous êtes prêt, je rebondis, vous êtes prêt, M. Ziegler, à faire des actions communes avec M. Favergeon, qui est communiste, mais vous n'accepteriez pas de discuter avec moi ? Non, mais attendez, M. Favergeon, c'est un élu local. La réunion du 14-10, quand on est allé le voir dans sa commune dans le cadre d'une visite cantonale, 14-10-2020, eh bien on s'est parlé de ça puisque j'avais écrit au président de la République. Alors j'ai reçu une lettre signée par M. Patrick Strozda, que je connais bien, qui est très sympathique. Mais, je vous accuse pas, j'ai pas eu d'effet ensuite. Alors j'écris souvent à des ministres, je leur dis attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui. J'ai l'impression, sincèrement, de gâcher de mon temps et mon argent. Vous pouvez aussi vous adresser aux parlementaires qui votent les finances du pays. Mais je m'adresse à M. Miss, je dis que je travaille avec lui. Oui, mais il n'y a pas que M. Miss, même si j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Michel Miss, mais il n'y a pas que M. Miss. Soit en passant, je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin aussi de flécher ces budgets-là. Nous sommes dans une situation où il faut quand même aussi gérer un budget, vous le répétez assez souvent, et nous le faisons également au niveau de l'État. Vous le savez.
savez, nous allons passer à une compensation de la taxe foncière qu'on transfère aux communes via une fraction de TVA qui, jusqu'alors, n'a jamais été pénible pour qui que ce soit, en particulier les régions, puisque elles ont le même mode de financement. Je n'ai jamais entendu les régions se plaindre de la fraction de TVA. Donc, dont acte, je pense que vous aurez une augmentation de vos budgets. Écoutez, je l'espère, mais je vais vous dire quand même que dans certains programmes, il y a des gens qui ont dit « nous n'augmenterons pas les impôts ». Alors ça, c'est quand même de la rigolade. C'était le vôtre de programme, ça, oui. Non. Nous, on ne les a pas augmentés depuis 2011, mais maintenant, on ne peut plus les augmenter puisque nous n'en avons plus. Mais on est d'accord qu'on n'a pas la même... Monsieur Ziegler, en 2015 et encore aujourd'hui, les choses. La question n'est pas là. Vous êtes toujours gargarisé. Et c'était votre programme, en disant on n'augmentera pas les impôts. Alors, de toute façon, et maintenant vous dites ah oui, mais il faut nous donner la liberté de les augmenter. Mais on espère alors quand moi, même. Je comprends plus. Vous savez combien ça a fait depuis 2011, les non-augmentations d'impôts? Si on avait fait 1,5% par an, ça aurait fait 115 millions de plus dans l'escarcelle du département. Oui. C'est 115 millions qu'on a laissés en pouvoir d'achat aux ménages de la Loire. Et ça, je crois que c'est important. Il faut le dire aussi. D'autre part, je reviens simplement. Il faut que l'État compense votre non-volonté d'augmenter l'impôt. Il faut que l'État tienne son rôle. Il faut un moment ou un autre, c'est l'argent des contribuables. Que l'État assume financièrement ses responsabilités. Les compétences qu'il délègue. Attendez, laissez parler M. Favergeon, allez-y. Oui, il faut impérativement que l'État, lorsqu'il délègue des responsabilités aux collectivités, leur permette de les assumer. Et c'est effectivement depuis très longtemps maintenant une habitude des différents pouvoirs de transférer les compétences et de ne pas nous donner les moyens de les assumer. Parce que c'est quand même une question extrêmement importante. Tout ceci a un coût. C'était rappelé tout à l'heure. Le RSA, c'est des sommes extrêmement importantes. Il faut permettre aux collectivités de pouvoir assumer leurs fonctions. Et c'est l'État aujourd'hui dans ce pays qui lève l'impôt sur le revenu, qui perçoit la TVA, qui perçoit la TIPP, etc. Toute une série de ressources fiscales. Il faut qu'il les redistribue aux collectivités, aux communes ou aux départements pour qu'elles puissent assumer leur mission. On a l'impression que l'État serait un puits sans fond qui serait capable de toujours... nous faisons non, mais vous faites le choix, par exemple, de réduire un certain nombre de ressources en supprimant l'impôt sur la fortune. Non, mais alors, nous disons, maintenant, remettons l'impôt sur la fortune et vous aurez des ressources à redistribuer aux collectivités. Le volet social, c'est 67%. Sur un budget de plus de 2000 milliards d'euros, j'ai entendu vos collègues à l'Assemblée nous mettre 3 milliards d'euros sur l'impôt sur la fortune à toutes les sauces. On a l'impression que c'est 300 milliards d'euros qu'on aurait supprimé. Attendez, on va laisser parler Madame Surplis qui ne s'est pas encore exprimée. Vous parlez de flécher les dépenses, mais quand vous imposez un plan de répartition de la migration sur les départements, ça revient sur le social. Oui, mais alors, c'est aussi, pardon, mais en fait, par décantation, ça départemental, dessus. Ça coûte 6 collèges neufs ou 12 collèges de rénovation, c'est 22 millions. Pourquoi est-ce que l'État ne prend pas ses responsabilités quand il impose via le plan de répartition des migrants par Marlène Schiappa et Cédric O? Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous, de votre compétence? Pourquoi est-ce que vous imposez ça à M. Ziegler, puisqu'il s'agit... Non, mais on n'impose pas ça à M. Ziegler. Mais bien sûr que si. Des compétences. Alors moi, président, j'engagerai un bras de fer. Je vais vous dire ce que je ferai. Moi, président du conseil départemental, j'engagerai un bras de fer avec l'État, parce que c'est ça la politique, c'est du courage politique, en disant, je vous rappelle que dans la Loire, la préfecture est locataire. D'accord? Et je le prendrai comme ça. C'est-à-dire que si on m'impose quelque chose qui n'est pas de ma volonté, je me battrai en disant si vous voulez trouver des locaux ailleurs, Madame le préfet, vous le ferez. Eh bien oui, parce que c'est ça le courage politique aussi. C'est de dire la non. Décentralisation, ça s'appelle aussi quand même... Non, ça s'appelle de la liberté. Ce que je veux vous expliquer, M. Borovzik, c'est que nous, on est une collectivité de fonctionnement. Vous êtes bien d'accord? Et vous savez que les collectivités locales, dans la comptabilité publique, ne peuvent pas emprunter pour le fonctionnement. Donc moi, le social, nada. Je ne peux pas aller voir la banque et puis dire donnez-moi de l'argent. Par contre, l'État, lui, il peut emprunter. Et il emprunte dès le 1er janvier pour payer ses fonctionnaires. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir, quand M. Macron est arrivé au pouvoir, moi j'ai écouté. Alors il a dit, bon, j'avais pas voté, si j'ai voté pour lui au deuxième tour, mais j'avais pas voté pour lui au premier tour. Quand il a dit, je vais réduire la dépense publique, moi j'ai dit bravo. C'est ce que nous bravo, avons fait. c'est quelque chose de très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va baisser le nombre de fonctionnaires de 125 000 fonctionnaires. J'ai dit, voilà quelqu'un il a de la poigne, c'est bien. Savez-vous combien on a réduit? Plus 89 000, voilà. Plus 89 000, c'est pas moins 125 000, c'est plus 89 000. Je crois que notre pays, il souffre de quelque chose qui s'appelle
le trop de fonctionnaires. On va clôturer ce thème parce qu'il y en a d'autres, bien sûr. Poursuivons le débat avec un autre thème tout aussi important, le tourisme et plus particulièrement la station de ski de Chalmazel. Elle appartient au département de la Loire depuis 1988. Comment en faire une station attractive toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques? On est allé sur place pour comprendre les enjeux de son développement. Regardez ce reportage réalisé avec Catherine Doll et Philippe Gagnère et on en reparle juste après. Le Forêt, ses routes sinueuses et sa station de moyenne montagne. La seule de la Loire pour le ski de descente, appréciée dans toute la région. Mais depuis quelques années, Chalmazel voudrait attirer les touristes autant l'hiver que l'été. Mais écoutez, là vous avez le golf, le mini-golf, qui cette année voit le jour pour la première fois. Je pense que ça sera une réussite indéniable. Et ici, donc, vous avez l'initiation au tir à l'arc. C'est la 2e année qu'on le fait. Et c'est quelque chose qui attire beaucoup les enfants. Mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui viennent en faire. Des animations diverses et variées qui ouvriront dès le week-end prochain. Tout pour plaire aux familles, le directeur assume. Il est vrai que l'été, il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde qui nous reproche que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Donc on répond à cette demande. Une demande qui ne cesse de croître. Ce loueur de ski l'a bien compris. Il y a 4 ans, il investit dans les VTT et les trottinettes électriques. Christophe Parois en loue plus d'une 40aine par jour en pleine saison, mais il aimerait encore plus d'activités sur la station pour continuer de se développer. Il y a des circuits de rando qui sont existants, il y a les VTT, en plus il y a la course d'orientation, il y a la Via Ferrata, donc il y a le circuit trail aussi, c'est super bien. Parce qu'il faut plein de produits d'appel, surtout plein d'activités, de multi-activités, des petites activités. Donc pour qu'il y en ait pour tous les âges, pour que les personnes qui viennent à Chalmazel puissent passer une bonne journée, et voire plusieurs. Passer une journée en plein air, en haut des pistes ou dans le village, c'est justement le programme de ce Lyonnais. On est passé ici une fois et puis on a trouvé que on était sympa. Donc voilà, aujourd'hui on est venu. Bon, on est prévu pour faire, pour vous dire, peut-être les 10 km pour aujourd'hui. Depuis le déconfinement, les rues du village attirent aussi les touristes entre 2 rendez-vous. Le maire joue même les guides. Si vous avez un peu de temps, vous devriez monter jusqu'au col du Béal. C'est vraiment sur les Hauts-de-Chaume, là. Ces gens-là ne connaissaient pas la région, ne connaissaient pas la Loire. Ils avaient eu un article, ils ont dit ben, allez, on y va. Et on le sent bien, ce besoin de nature, d'air pur. On a vraiment une belle carte à jouer. Alors la commune a décidé d'investir à son tour avec l'aide du département et de l'État dans un restaurant gastronomique. Objectif, satisfaire les tours opérateurs. Tous nous disent on n'arrive pas à faire manger un quart sur le secteur, on est obligé de redescendre sur le Montbrisonnais. Voilà, donc aujourd'hui on avait ce bâtiment, on a la capacité d'accueil, donc la commune fait les travaux et le met en gérance. Attirer les touristes, une question de survie économique pour tout un territoire, éloigné des bassins d'emploi ligériens. L'hiver, la station fait vivre jusqu'à une centaine de personnes en investissant 10 millions d'euros pour se moderniser et se transformer en station 4 saisons. Elle espère moins souffrir des aléas climatiques. Donc la luge d'été, pour ne pas la nommer, été entre guillemets, parce qu'elle pourra aussi fonctionner l'hiver. Ça sera un développement supplémentaire qui permettra un équilibre plus facile pour la station de Chalmazel. Parce que l'été ne remplacera jamais l'hiver. En termes économiques, l'hiver, c'est grosso modo 50 fois l'été. Des investissements, des activités, mais pour cette restauratrice installée depuis 40 ans à proximité des pistes, l'hébergement reste le point noir. On a pas mal de gîtes, on a beaucoup de gîtes qui sont en train de se créer, mais il manque des hôtels, enfin il manquerait quelque chose pour pouvoir garder les familles et puis les garder le soir sur Chalmazel. D'après une étude du département de la Loire, il faudrait créer plus de 400 lits pour faire de Chalmazel et ses alentours une véritable destination touristique. Christophe Fadergeon, je me tourne tout de suite vers vous parce que votre camp, la gauche, a beaucoup critiqué ces derniers mois le projet de la majorité sortante sur Chalmazel. Qu'est-ce qui ne vous convient pas ? C'est les 2 millions d'euros pour moderniser les canons à neige qui vous posent problème ? Alors d'abord, ce projet, il arrive tard. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'il aurait fallu travailler sur le caractère 4 saisons de cette station parce qu'on sait bien, avec l'évolution climatique, que c'est un lieu où il y aura de moins en moins de neige. Le froid n'est pas au rendez-vous, on est en basse altitude, donc c'est très tard.
malheureusement. Et puis, dans ce projet, ce plan de 10 millions d'euros pour le développement de la station, il y a quand même un quart du budget qui est destiné à financer des canons à neige, donc des montants très importants, 2,5 millions, encore une fois, sur un lieu qui n'est plus approprié pour ce type de dépenses. Donc ce que nous disons, c'est faisons de Chalmazel une station verte et arrêtons des investissements qui sont extrêmement coûteux, qui ne sont pas utiles et puis qui posent problème quand même pour le développement durable. Produire de la neige artificielle, c'est extrêmement consommateur d'eau et c'est pas très bon pour l'environnement. Julien Borowczyk, vous êtes d'accord avec ce problème de canon à neige ? Écoutez, il y a besoin de toute façon aujourd'hui d'avoir un tourisme 4 saisons. Je voulais, avant quand même revenir, on entend beaucoup parler de l'État qui n'aide pas. Là, je vais vous dire, j'étais en visite il y a quelques jours avec Joël Giraud, qui est le secrétaire d'État à la ruralité. On a rencontré le maire, on a rencontré le directeur de la station qu'on vient de voir, qui nous ont dit, écoutez, cette année, grâce à l'État, c'est la meilleure année qu'on aura jamais faite. Bon, grâce aux aides de l'État. Donc je crois quand même qu'on peut le souligner. L'État était au rendez-vous, plus que jamais. L'État met 5 milliards d'euros sur le plan montagne, Avenir Montagne, justement, pour aider à développer toute l'attractivité sur les 4 saisons. C'est valable pour la station de ski, c'est valable également pour le bourg. Et on l'a vu, là aussi, c'est une coopération avec l'État. Il y a le col de la Loge qui est juste à côté. Il y a peut-être aussi Prabouré du côté du Puy-de-Dôme. Tout ça, c'est l'État qui permet d'accompagner toute l'ingénierie. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut se poser la question, pour répondre à votre question, justement, il faut se poser la question de savoir si on continue le tout neige avec des canons à neige qui, effectivement, nécessitent des réserves d'eau importantes. Et aujourd'hui, on le voit bien, moi je connais très bien Chalmazel, j'y ai une maison, pose la problématique de savoir si, à ce niveau d'altitude, on conservera la neige tout le temps. Isabelle Surplis ? Alors, je reviens juste sur quand... Ça, c'est quelque chose que je crois que je ne comprendrai jamais quand vous dites c'est l'État qui paye. Alors, oui, en fait, vous dites c'est l'État. Non, c'est les gens, en fait. Non, mais alors à un moment ou à un autre, c'est toujours les gens, si vous voulez. Bah oui, c'est le principe. Ça fait partie Donc du c'est jeu. pour ça que quand vous dites flécher les dépenses, oui, effectivement, si vous retirez vos migrants, on peut mettre plus d'argent à Chalmazel. Non, mais écoutez. Si. Non, mais ça, c'est à chaque première fois chose. l'excuse. Vous savez, hier, on a vu un match mais parce que les 5 avec des gens de toutes origines. Vous le financez comment ? De toutes origines. Vous financez comment 5 milliards ? Ce match de foot. Ah oui, non, mais c'est super, alors, génial. Si on commence systématiquement en se posant la question du migrant, de l'étranger, de la stigmatisation, deuxième chose, on va pas y arriver. Vous avez vu les nouvelles dernièrement, non ? De toute façon, on ne sera pas sur le même registre là-dessus. Non, mais c'est sûr. Mais quand vous dites l'État pallie aux dépenses, n'oubliez pas que ce sont les impôts des Français, des Françaises. Ah oui, on a entendu une fois dans une mandature présidentielle, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Hein. N'oubliez pas, parce que ça, les gens ne l'ont pas oublié ou alors traversent la rue, trouvent un boulot. Attention. Et c'est pour ça qu'il faudra toujours attention. Deuxième chose, je pense que pour Chalmazel, évidemment, je crois que nous sommes tous les quatre d'accord autour de cette table pour dire qu'il faut investir pour pouvoir faire vivre ce bassin économique. En revanche, je pense qu'il faut un peu dézoomer sur le département, c'est-à-dire que moi, c'est une de mes mesures que j'appliquerai. Je pense qu'il faut mettre en lumière le petit patrimoine, ce qu'on appelle vernaculaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre, si vous voulez, 10, 20, 30 millions à Chalmazel et laisser tomber tout le reste de la Loire. C'est-à-dire, oui, vous froncez les sourcils, que c'est peut-être pas le mot vernaculaire, mais c'est-à-dire le patrimoine déjà existant. Merci pour la condescendance. C'est vrai que je suis d'origine étrangère, je m'appelle Borowczyk. Oh là là. Excusez-moi. Non, mais si. Voilà, vous voyez, vous êtes un peu rigide, je voulais vous détendre là-dessus. Non, ça va être difficile sur ces thèses dangereuses pour notre nation. Communication pour mettre en lumière, aider à la restauration, en collaboration avec les autres collectivités, la région et les communes, pour que les gens ne viennent pas à Chalmazel que pour Chalmazel, mais pour tout ce qu'il y a autour. Et vous atterrissez là, c'est-à-dire ce qu'on fait régulièrement, et là, pour le coup, non, toutes les collectivités le font. Bienvenue avec moi, je vais laisser à l'abandon, rouillé. Je peux pas parler de... On va laisser Monsieur Ziegler répondre. La connaissance du domaine. Non, absolument pas, je vous emmènerai. Venez avec moi. Ça tombe bien, je crois que je connais peut-être un peu mieux cette région que vous. Bon, venez avec moi, je vous montrerai, faites quelque chose pour ce petit patrimoine vernaculaire. Et toutes les collectivités investissent régulièrement. Et là, c'est pas que l'État pour le coup. On va laisser répondre Monsieur Ziegler. Le département investit dans Chalmazel pour en faire une station 4 saisons. Ça a bien été dit. Alors, je reprends quand même Christophe Favergeon pour lui dire que ça ne consomme pas de l'eau. La neige de culture, c'est de l'eau qu'on rend plus tard. Elle n'est pas détruite, l'eau. Elle est transformée en neige. Ce qui revient ensuite, c'est de la neige de culture. Et les captages, on rend l'eau ensuite. Ouais. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, j'ai vu que tout le monde était d'accord pour dire que c'est une station 4 saisons. Dans les 4 saisons, vous êtes d'accord qu'il y a l'hiver. Et moi, quand un petit Stéphanois, il peut pour 2 € partir de Saint-Étienne avec ses skis, aller à Chalmazel,
et profiter de tarifs qui sont pas ceux des Alpes, hein, il faut le dire, eh ben, je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais ça existe, personne ne dit qu'il faut démanteler Chalmazel. Non, non, mais non. De mettre encore des moyens mais sur mais si. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est un développement sur les 4 saisons. Donc, c'est un développement qui va être lié au sport de pleine nature. Hein, c'est important. C'est pour ça qu'Élodie Clouvel, par exemple, notre championne de triathlon, eh bien, elle participe à nos opérations. C'est le Bike and Truck Festival. Alors ça, c'est un truc très très intéressant. Il y aura donc 100% vélo de la Loire le 10 juillet à la station de Chalmazel. Et ça, c'est un super truc. Il y aura un concert aussi. Il faut tout mettre en scène. Oui, bien sûr. Et d'autre part, alors pour le tourisme, si vous le permettez, donc c'est nos villages de caractère, c'est notre sport nature avec les villages sport nature, bien sûr, et c'est plein de choses. Et en particulier, c'est ça. D'accord. Et alors ça, c'est notre Loire Story Magazine, c'est notre supplément tourisme qui va être distribué, et ça c'est important qu'on le dise, à 150 000 exemplaires sur Lyon. Parce que les Lyonnais, pour notre station de Chalmazel, c'est là où ils pourront aller prendre un bol d'air. Merci Pierre Bonte. Monsieur Favergeon, une réponse à l'attaque de Monsieur Ziegler. Non, mais simplement, effectivement, personne ne parle de démanteler la station neige de Chalmazel. Il y a l'existant, mais cessons de mettre encore des moyens dans de nouveaux canons à neige et orientons effectivement les choix pour cette station vers des sports de pleine nature, le cyclisme, etc. Ça a été montré dans votre reportage, c'est le bon sens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres sites dans la Loire qui pourraient accueillir des choses de ce type-là. Moi, ce que je regrette, par exemple, c'est que le département qui ait une échelle intéressante pour, par exemple, créer un schéma vélo, essayer d'organiser un maillage, regarder les connexions avec les départements voisins, ne se soit pas positionné en chef de file dans ce domaine. Un journal local de la presse régionale indiquait il y a quelque temps que nous étions dans la Loire très très en retard par rapport aux autres départements du pays. Mais voilà un élément sur quoi il faut mettre le paquet. Le département doit accompagner à la fois les communes, les intercommunalités pour réaliser des voies vertes et puis également réfléchir à l'organisation de tout cela à l'échelle départementale pour que ça ait du sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la fois du loisir du week-end, ça peut être des déplacements pour aller au travail ou au loisir, mais c'est aussi de plus en plus une destination touristique. Chaque été, il y a des centaines de milliers de personnes maintenant sur notre territoire national qui viennent en vélo le long des rivières le plus souvent puisque c'est relativement en plat. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, qu'il faut faire porter les efforts. Par ailleurs, la compétence tourisme aujourd'hui, elle est exercée par différentes collectivités. Et on sent qu'il y a quand même un manque de cohésion, de cohérence. Il y a quelque temps, la métropole stéphanoise a fait une campagne de publicité à Lyon. Là, le département distribue un guide. Il faudrait un peu organiser tout ça de manière à ce que nous soyons visibles à l'extérieur du département de la Loire et puis que les actions soient concertées, soient portées ensemble plutôt que chacun travaille dans son coin. Isabelle Sourbier, vous voulez répondre ? Oui, je suis d'accord, mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'on allait traverser une crise. De fait, la crise sociale est déjà là. Moi, je veux bien qu'on mette de l'argent pour le vélo, mais dans ce cas-là, on peut pas mettre... sortir de la crise sociale, c'est aussi permettre aux gens de faire des activités. On met pas 3,3 millions pour développer le cycle et tout ce qui est piste cyclable et tout ce qui est vélo, et 1,3 million pour la solidarité humaine. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va avoir besoin. Mais ce ne sont pas des choses qui s'opposent, madame. Non, mais c'est ce qui a été fait dans la précédente mandature. Donc, vous parlez de vélo, mais en fait, il n'y a pas que le vélo. Et on ne peut pas mettre le paquet sur le vélo si on n'en met pas sur la solidarité humaine. Si les gens vont pas bien, ils ne vont pas faire de vélo. Je crois qu'on peut faire toutes les choses à peu près si on s'en donne les moyens. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a d'autres choses. On n'a pas que le vélo. C'est tous nos villages de caractère. C'est le fait aussi, alors ça va faire plaisir à M. Borovic, qu'on travaille en parfaite intelligence avec le département de la Saône-et-Loire sur les clunies et les sites clunisiens. Oui, et ça va être classé, on veut, au parc, comme au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 26 sites clunisiens dans la Loire. Je crois que ça aussi, c'est important à dire. Vous savez, quand Pierre-Yves Goudbel a eu le classement... Tiens, ça vous concerne, ça, M. Favergeon. C'est vrai vous savez, quand il y a eu le classement du site UNESCO, Firmini Vert, il me semble qu'il y avait quelqu'un de Firmini qui était. Et donc, nous, il a eu en même temps la chaîne des Puys, plus 30% de visiteurs uniquement par le classement, sans rien faire.
c'est quand même extraordinaire. Donc nous, on veut ça, on veut avoir un classement à l'UNESCO. Comme on a eu la Fourme, d'ailleurs, chère au Montbrisonnais. Et oui, ça, c'est parfait. Julien Boroswick, juste une réponse. Je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec M. Ziegler sur Non, mais ce qu'il tout vient ce de dire qui peut permettre de développer l'attractivité, qu'elle soit touristique ou autre de la Loire, évidemment, va dans le bon sens. Mais ça, c'est logique. Voilà. Je reviendrai sur ce qu'a dit M. Favergeon. Je crois qu'il y a besoin, et là, le département a un maillage très important là-dessus, de coordonner. Tout à fait. Coordonner. D'ailleurs, pas que sur le tourisme, mais de coordonner. C'est valable pour l'eau, pour les déchets, pour plein de choses. Il faut coordonner. Ça coûte pas très cher, mais simplement de faire discuter les gens les uns avec les autres. On a une vraie attractivité. Au-delà du tourisme, avec la fibre optique, aujourd'hui, il faut en trouver les débouchés. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait de Chalmazel, il n'y a plus aucune maison à vendre en résidence secondaire ou principale à Chalmazel depuis le Covid. Il y a vraiment une attractivité forte de la Loire. Il faut plus que jamais mettre le paquet là-dessus parce que c'est aussi du développement économique. On va clôturer ce thème pour passer au suivant. Avec un nouveau thème, souvent méconnu du grand public, l'aide aux communes. Chaque année, le département subventionne une grande partie de leurs projets pour les aider à se développer. On a commencé un petit peu à l'aborder avec Chalmazel. En 2021, la Loire a prévu une enveloppe de 33 millions d'euros. Isabelle Surbet, c'est suffisant, 33 millions d'euros. Vous feriez quoi, vous, avec une telle enveloppe ? C'est pas une question que ça soit suffisant ou non. Encore une fois, j'aime à le répéter, ça dépend comment on le flèche et les choix que l'on fait pour financer telle ou telle infrastructure. Et moi, je comprends bien qu'en fait, si vous voulez, la municipalité sortante fasse des alliances ou je ne sais quoi, avoir des accords sur des projets qu'ils ont en commun, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est-à-dire faire des gymnases qui poussent un peu comme des champignons, c'est bien, mais ce n'est pas le choix que j'aurais fait. L'aide aux communes, elle est importante, et je le redis encore, par exemple, sur le social. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir en permanence en me disant, voilà, moi, ma fille est handicapée, elle est atteinte de troubles autistiques, je n'ai pas de structure, je n'ai pas de crèche pour la faire garder. Et en fait, ce sont des espèces de problèmes de quotidien, en fait, la réalité, le principe de la réalité, qui nous rattrape et qui nous explique clairement, et en fait ça nous éclate à la figure après la période Covid, que en fait effectivement je suis d'accord avec vous, nous ne sommes pas coordonnés et que l'aide aux communes, au lieu de financer des immenses gymnases, il ferait bien d'aider à faire suivre les dossiers MDPH, à monter des crèches spécialisées dans les enfants atteints de troubles 10, etc. Voilà. Madame Surplis, visiblement, n'aime ni le vélo, ni le sport en gymnase. Non, c'est pas la priorité tout de suite. Simplement, moi, je veux saluer quand même le rôle du département en matière d'accompagnement des communes, parce que le département de la Loire le fait plus que les autres. Il faut savoir reconnaître quand les choses sont faites. Je pense cependant qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées. Lesquelles ? La première, c'est qu'il y a un fort déséquilibre entre les contributions aux communes rurales et aux communes urbaines. C'est quasiment 2 à 3 fois moins s'agissant de communes urbaines de taille moyenne ou taille importante. Je crois qu'il faut rééquilibrer, il faut aider bien sûr les communes rurales, mais il faut faire davantage pour les zones urbaines. Et puis je dirais, il faut aussi que le département y tienne sa parole. Malheureusement, avec ma commune et avec d'autres, le département de la Loire n'a pas tenu sa parole. Nous avions signé il y a un certain nombre d'années une convention avec le département pour faire de la médiathèque de notre ville une médiathèque tête de réseau. Le département avait sollicité d'ailleurs cette action. Il s'était engagé à donner des financements pérennes pour financer un poste qui, certes, coordinateur, c'est quelque chose de très concret. C'est quelqu'un qui va permettre aux petites communes de pouvoir avoir accès aussi au service de la médiathèque. Il nous a annoncé il y a 3 ans qu'il revenait sur son engagement, qu'il revenait sur sa promesse et il nous a retiré les financements. Donc je crois que pour pouvoir travailler en bonne intelligence, il faut que le département assume ses engagements, les respecte lorsqu'il les prend et ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Vous voulez répondre, il me semble quand même qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. Là, c'est qu'il y avait un accord au niveau du CIVO, non? C'est ça? Non, c'était la médiathèque tête de réseau du Il me semblait, moi, qu'il y avait quand même... On s'est rencontrés à plusieurs reprises d'ailleurs. Il y avait quelque chose qui était quand même un peu plus compliqué que ça. Malheureusement, aucune réponse n'a été apportée. Monsieur Favergeon, c'était un peu plus compliqué que ça. Alors moi, ce que je veux dire, c'est quand même, les communes rurales, c'est nous qui les aidons. Parce que si on trop peut-être, d'après M. Favergeon. Non, pas trop, j'ai pas dit ça. Il faut faire davantage pour les communes urbaines. Si on n'aide pas les communes rurales, moi, j'ai jamais vu... Monsieur Favergeon, je ne vous ai jamais vu désherber les trottoirs. On ne désherbe pas parce que c'est pas très écolo. Moi, je vois effectivement beaucoup de maires ruraux. Vous savez ce qu'ils font? Ils font des corvées. Entre les adjoints, les conseillers municipaux, ils se trouvent un samedi matin, on fait ça. Alors après, ils font un petit casse-croûte, mais c'est eux qui font le boulot parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand on donne 80%, c'est vrai, 80% d'une subvention sur un projet, c'est-à-dire la réfection de l'école, l'électrification de telle chose, eh bien ça permet de faire travailler les artisans du coin, le maçon, l'électricien, le plâtrier, le peintre, des gens du cru. C'est des petits projets. Donc là, ils prennent les entreprises du coin. Et l'argent
des contribuables ligériens, parce que c'est quand même les contribuables quelque Vous voyez part qu'on est qui d'accord. sont, les contribuables Plein de ligériens, choses. ça bénéficie aux emplois du territoire. C'est vrai que notre territoire, c'est un territoire de PME. Hein, c'est ça. On en a besoin et il faut les aider. Il faut les aider parce que nos entreprises, elles n'ont pas besoin de subventions, elles ont besoin de chiffre d'affaires. Vous êtes d'accord, Monsieur Borowicz? On avait déjà ce débat. La question, c'est évidemment d'aider les communes, mais ça fait partie du rôle intrinsèque du département, comme d'autres collectivités, comme l'État aussi. La question, c'est une fois de plus de flécher actuellement sur cette sortie Covid. On a vu beaucoup de télétravail. La question, c'est des espaces qu'on appelle des tiers-lieux avec du coworking. Je pense que c'est important, en particulier dans les petites communes, pour éviter que les gens aient besoin de se déplacer trop. C'est important aussi pour l'habitat partagé, l'habitat inclusif. On parlait à l'instant des personnes handicapées, des personnes âgées qui n'ont pas trop envie d'aller tout de suite à l'EHPAD, qui peuvent peut-être pas rester à domicile, etc. Je vous rassure. D'accord, mais il y a un problème de filière à trouver, de tout un parcours. De nos aînés. Et ça fait de partie nos aînés. On a de ce perdu développement. cette Donc je pense que c'est important de flécher ça sur l'investissement intrinsèque des communes. On a aujourd'hui, là encore, des possibilités avec l'État. Et je crois qu'il faut aller encore plus loin, plus fort, parce que c'est une attente. Il y a une vraie demande de la population pour des services plus rapides, en particulier sur les dossiers APA, les dossiers MDPH, c'est une réalité. Sur le dépistage aussi. Mais là, ça fait partie... nous, on le propose d'avoir un service départemental médical pour accompagner, non pas venir en plus des médecins de ville, mais plutôt accompagner les médecins de ville sur des missions de prévention en particulier. Je vous donne la parole. Il faut une harmonisation, je pense, monsieur le député, parce que quand vous avez une famille de 5 garçons et qu'il y en a 4 qui sont détectés TDAH, qui partent en Savoie et qui voient leur indemnité changer, leur dossier recommencer depuis le départ, le montant d'indemnité changer, je veux dire réel, je vous les présente, les critères changer et repartir sur 18 mois, c'est l'angoisse en fait pour nos mamans, quoi. Vous pouvez pas les laisser comme ça et vous pouvez pas dire oui, dans la prochaine mandature, on va le faire. En fait, les dossiers MDPH, ça fait des années que c'est l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup, Madame Surplis ? En fait, il faut harmoniser les critères entre les départements. En fait, c'est pas normal que l'allocation soit modifiée et qu'on soit obligé de recommencer un dossier dès le début. Et en fait, il faut pas attendre que cette maman, parce malheureusement, que je finis juste mon mais propos. vous mélangez tout. Non, c'est la transversalité des compétences. Vous n'êtes pas en train de l'aider, je vous le dis. Si vous lui avez répondu ça, c'est que vous l'aidez pas. D'accord. Alors qu'est-ce que vous lui répondez? Ça le m'intéresse. problème d'harmonisation, c'est un problème aussi de PCH, c'est la prestation complémentaire. Bah si, Madame Surplis. Bah si. Ah, d'accord. Alors comment vous expliquez qu'en fait une mère, quand elle a son enfant qui a d'un département à l'autre neurologique, ne sache même pas où aller? Mais c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi ça dure 18 mois ? Je suis en train de vous dire, madame, et je suis médecin généraliste, que nous remplissons énormément de dossiers MDPH. C'est très long, c'est redondant, et c'est difficile pour les médecins. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un service médical départemental pour accompagner là-dessus, justement, sur la prévention, pour remplir ces dossiers avec des assistantes sociales, pour accompagner très vite, très efficacement ces dossiers MDPH, en particulier pour les enfants. Nous avons des expérimentations qui sont lancées par l'État. J'en fais partie de cette étude-là au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, pour qu'on puisse avancer justement aussi sur la prise en charge des aides techniques, en particulier les fauteuils, parce que c'est un vrai problème pour les familles. Je vais vous donner la parole, Christophe Averjean. Vous êtes d'accord avec ces problèmes ? Non, mais c'est clair que les problèmes sociaux sont des problèmes importants. Il faut que le département joue tout son rôle. Nous, dans cette campagne, on a choisi d'aller à la rencontre des habitants sur tous les territoires. Et il y a une proposition qui est extrêmement forte et qui, je crois, doit être prise en compte par le département. C'est la nécessité de faire revenir des personnels, des médecins, des généralistes, des spécialistes sur nos territoires. Et nous, ce qu'on défend, on défend l'idée que le département crée des centres de santé publics. On s'appuie sur l'expérience de la Saône-et-Loire qui le fait depuis de nombreuses années. Je vais être obligée de vous couper. Faire revenir des personnels. Parce qu'il nous reste juste le temps de vous donner la parole. Non, je suis désolée, on a déjà quasiment fini le débat. On a juste le temps de vous laisser la parole à tous pour conclure. Vous avez 45 secondes et pas une de plus. Et on commence avec vous, Christophe Averjean. Alors, le 20 et le 27 juin, les habitants de la Loire ont la possibilité d'écrire une nouvelle page de notre département et de mettre fin finalement à 70 années de gestion par la droite. Pour la première fois, les forces de gauche et écologistes sont rassemblées et elles proposent de porter un projet nouveau pour ce territoire qui réponde à la fois à l'urgence sociale que nous allons vivre des suites du Covid et donc dès cet été être en action pour accompagner les habitants, mais qui vise aussi l'avenir et qui prépare le futur de notre département. C'est à la fois améliorer les services publics, en faire de nouveau, mais également s'occuper sérieusement de la question de la transition écologique pour bâtir un département pour tous et pour demain.
Très bien, je rappelle, Christophe Favergeon, que vous êtes candidat sur le canton de Firminy, que vous représentez une liste d'union de la gauche et des écologistes, et que 4 autres binômes sont aussi présents. Julien Borosvik, c'est à vous. Oui, j'ai entendu le mot en action et je crois que nous l'avons pris à dessein aussi dans notre étiquette de la majorité présidentielle, en action pour la Loire. Parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui dans le département d'aller plus vite, plus fort, d'être en action, de sortir de cette crise Covid par le haut avec, évidemment, je le disais, la positivité, l'attractivité, faire face au Covid comme l'ont fait les Ligériens et les Ligériennes. Il faut qu'on soit toujours dans cette capacité de répondre aux mains tendues, en particulier de l'État aujourd'hui, plus que jamais au bénéfice des Ligériens et les Ligériennes. On ne peut plus s'en passer. Et une dernière chose, je crois que c'est quelque chose de capital dans notre programme, c'est vraiment d'être au bénéfice des gens, au plus proche de ces personnes-là, pour répondre à leurs questions du quotidien. C'est valable, on en parlait pour le handicap, pour la santé, pour le collège, pour les mobilités individuelles. Je rappelle que vous êtes candidat sur le canton de Montbrison et qu'il y a plusieurs autres binômes qui vous affrontent. On passe à vous, Madame Surplis. Chers amis, bonsoir. Les 20 et 27 juin, votez Georges Ziegler. On l'a compris ce soir, c'est voter Macron. Il l'a dit lui-même au 2e tour des présidentielles, il aura voté Emmanuel Macron. Alors je vous propose de voter pour la flamme, voter l'espérance, voter ce qu'il y a de plus rayonnant dans notre département. Je vous fais la promesse de vous rendre le département qui est beau, qui est productif, qui a encore tellement à montrer. Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus les 20 et 27 juin. Votez l'espérance, votez la flamme dans toutes les urnes. Je rappelle que vous êtes candidate sur le canton de Saint-Chamond et qu'il y a plusieurs autres binômes. Ils apparaissent à l'écran. Enfin, on termine avec vous, Georges Ziegler. Vous avez 45 secondes. Nous sortons d'une crise sanitaire majeure qui nous a tous mis à l'épreuve. En tant que responsable du département, nous avons su faire face au quotidien. Je tiens à remercier les 3000 agents de notre collectivité. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Mais cette crise, elle a renforcé notre humilité, notre volonté de justice et notre besoin d'anticipation. Le département tendra toujours la main à ceux qui en ont besoin, à ceux qui innovent, qui entreprennent et qui aident les autres. Nous sommes pour l'aide, pour le travail, pas forcément pour l'assistanat. L'Union pour la Loire n'est pas composée d'élus professionnels. Certains ont des engagements politiques, mais pas tous. Nous sommes des élus de terrain, militants associatifs, entrepreneurs locaux, femmes et hommes de bon sens, tous amoureux de notre territoire et décidés à préparer le monde de demain. Et vous pouvez compter sur nous. Stop. Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes candidat sur le canton de Saint-Étienne 1 et qu'il y a d'autres binômes face à vous. On les voit apparaître à l'écran. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission et de ce débat. Merci en tout cas à vous 4 d'être venus sur ce plateau. On espère avoir aidé nos téléspectateurs à mieux appréhender vos programmes respectifs. Et pour faire leur choix, le premier tour des élections départementales aura lieu dimanche 20 juin. Le deuxième tour, ce sera le 27. En même temps, il faudra voter aussi pour les élections régionales. D'ailleurs, France 3 vous propose à cette occasion 2 soirées spéciales les 20 et 27 juin à partir de 19h. Il me reste juste le temps de remercier Xavier Roland, Bérénice Dalmet, Vincent Massip et toute l'équipe technique qui tous ont œuvré pour réaliser cette émission spéciale et de vous souhaiter une très très belle fin de soirée. Merci à vous.